L'empereur assurait que l'armée qui fut envoyée n'était que de 16 000 hommes et qu'elle était suffisante. Si l'expédition manqua, ce fut purement par des circonstances accidentelles, comme la fièvre jaune, la mort du général en chef ou une nouvelle guerre. Toussaint, disait l'empereur, n'était pas un homme sans mérite, bien qu'il fût parce qu'on a essayé de le peindre dans le temps. Son caractère d'ailleurs prêtait peu, il faut le dire, à inspirer une véritable confiance. Nous avons eu fort à nous en plaindre. Il eût fallu toujours s'en défier. Un officier de génie ou d'artillerie le conduisait en grande partie. Cet officier était venu en France avant l'expédition de Leclerc. On avait conféré longtemps avec lui. Il avait beaucoup cherché à détourner de l'entreprise. Il en avait peint exactement toutes les difficultés, sans prétendre néanmoins qu'elle fût impossible. L'empereur pensait que les Bourbons réussiraient à soumettre Saint-Domingue. Ils employèrent la force, mais ce n'était pas le résultat des armes qu'il fallait calculer ici. C'était plutôt le résultat du commerce et de la haute politique. 300 ou 400 millions de capitaux enlevés de France peuvent être transportés au loin. Un temps indéfini peut en recueillir les avantages, la presque certitude de les voir enlevés par les Anglais ou les révolutions. Voilà ce qu'il y avait à considérer. Et l'empereur terminait, disant, le système colonial que nous avons vu est fini pour nous. Il est pour tous les continents de l'Europe. Nous devons y renoncer et nous rabattre désormais sur la libre navigation des mers et l'entière liberté d'un échange universel. L'histoire de la Convention dont on a vu plus haut que Napoléon se montrait si mécontent. Louis revenait dans la tête. Il était loin d'être satisfait de la crétale. Beaucoup de phrases répétait-il et peu de couleur. Point de résultats. Il est académique, nullement austérien. Il m'a fait appeler mon fils et a dicté les deux notes suivantes, que j'ai transcrites littéralement ici, quelles que puissent être d'ailleurs leur imperfection, car il ne les a jamais relues. Mais j'ai pensé que tout ce qui vient de lui est précieux. Première note. La Convention appelée par une loi de l'Assemblée législative pour donner une nouvelle Constitution de la France décréta la République. Non que les meilleurs esprits ne pensaient dès lors que le système républicain était incompatible avec les mœurs présentes de la France, mais parce qu'on ne pouvait continuer la monarchie sans prendre peu monarque, le duc d'Orléans, qui eut éloigné une grande partie de la nation. La Convention décréta pour la marche des affaires de la République un pouvoir exécutif composé de 5 ministres. Deux partis se disputaient le pouvoir dans la Convention nationale, celui des Girondins, composé des hommes qui avaient influencé l'Assemblée législative, et celui de la montagne, formée par la Commune de Paris, laquelle avait dirigé les journées du 10 août et du 2 septembre et matricé la population de la capitale. Vergniaud, Brissot, Condorcet, Guadet et Rollin étaient les chefs des Girondins. Danton, Robespierre, Marat, Collot d'Herbois, Bouillot, Varenne étaient les chefs de la montagne. Ces deux partis étaient également exaltés sur le principe de la révolution. Leurs meneurs sortaient de sociétés populaires qu'ils avaient successivement maîtrisées. Le parti des Girondins était le plus fort en talent. Il était
éminemment populaire dans les grandes villes de province et spécialement à Bordeaux, Montpellier, Marseille, Cayenne, Lyon. Le parti de la montagne avait plus d'énergie et de passion. Il était éminemment populaire dans la capitale et parmi les clubs des départements. Le parti des Girondins, qui, dans l'Assemblée législative, avait été le parti le plus chaud de la Révolution, devint dans la Convention le parti modéré parce qu'il se trouvait avoir en présence le parti beaucoup plus fugitif que lui qui, sous la législative, se trouvait en dehors de l'Assemblée. Les Girondins, appelant leur adversaire la faction de septembre et leur reprochant sans cesse les indignes massacres dont ils s'étaient rendus coupables. Ils accusaient ce parti de ne vouloir point d'Assemblée nationale et de vouloir faire revenir l'avance par la Commune de Paris. Mais par là, les Girondins ne faisaient précisément que citer contre eux-mêmes les Jacobins et tous les départements. De son côté, la Commune de Paris, les montagnards, appelant les Girondins fédéralistes, les accusant de vouloir établir en France un système fédératif semblable à celui de la Suisse. Ils les accusaient encore de chercher à exciter les provinces contre la capitale et les signaler par là à la haine du peuple de Paris, qui ne pouvait conserver sa splendeur que par l'union et l'unité de tout le territoire. Lorsque les Girondins accusaient les montagnards des massacres du 2 septembre, ceux-ci reprochaient aux Girondins d'avoir, sous le législatif, imprudemment et sans raison, déclaré la guerre à toute l'Europe. Dans la Convention, les Girondins paruront d'abord prendre le dessus. Ils feront mettre en jugement Marat et ordonneront qu'il serait procédé au jugement des journées de septembre. Mais Marat, soutenu par les Jacobins et la Commune de Paris, fut acquitté par les tribunaux révolutionnaires et rentra en triomphe dans le sein de l'Assemblée. Le procès du roi avait été une autre pomme de discorde. Les deux partis sembleraient marcher d'accord et voteront, il est vrai, pour la mort. Mais la plus grande partie des Girondins vota aussi pour l'appel au peuple. Et ici, il est difficile de comprendre la raison de la conduite de ce parti dans cette circonstance. Si vous voulez sauver le roi, il en était le maître. Il n'avait qu'à voter pour la déportation, l'exil ou l'ajournement, mais le condamner à mort et faire dépendre son sort d'une volonté populaire était le comble de l'inconséquence et de l'impolitique. C'était après avoir tué la monarchie, vouloir encore déchirer la France en lambeaux par la guerre civile. De ces moments se vérifia ce qu'on avait toujours pensé depuis le commencement de la Révolution, que le parti le plus audacieux et le plus exagéré aurait toujours le dessus. Néanmoins, les Girondins lutteront avec courage et très souvent obtiendront la majorité dans l'Assemblée pendant tous les mois de mars, avril et mai. Mais le parti de montagne usa dans ces circonstances tout moyen qu'il avait constamment employé. C'est le 31 mai, une insurrection de section de Paris décida du sort du parti Girondin. 27 furent arrêtés, traduits au tribunal révolutionnaire et condamnés à mort. 73 furent retenus dans les prisons. Dès lors, la montagne triomphante n'est connue plus d'obstacles dans la Convention, mais une partie des membres de la députation de la Gironde s'était réfugiée à Caen et y arbora l'étendard de l'insurrection. Lyon, Marseille, Bordeaux, Montpellier, plusieurs villes de la Bretagne épouseront la cause des Girondins et
s'insurgeront aussi contre la Convention. Tous ces efforts isolés ne pouvaient rien contre la capitale et la montagne restait en possession paisible de la tribune nationale. Une circonstance toute particulière contribuait à assurer la prépondérance de Paris. C'était on les assigna alors la seule ressource qui alimenta les trésors. On ne payait plus aucune imposition. Les provinces appuieront l'événement du 31 mai, puis la mort des hommes les plus fameux du parti girondin et s'en aimeront grandement. Les armées ne feront point ébranler par ces catastrophes. Elles ne participeront point aux insurrections des quelques provinces. Elles resteront toutes attachées à la Convention et au parti qui est dominé à Paris. Lorsque les insurrections partielles de quelques villes en faveur des Girondins furent connues, toutes les armées avaient déjà prêté leur serment et fait leurs actes d'adhésion à la montagne. Et puis, pour les Français, Paris était la France. D'ailleurs, les départements d'Alsace, de la Moselle, de la Flandre, de la Franche-Comté, du Dauphiné, où étaient les principales forces de la République, ne partageaient pas l'esprit des villes fédéralistes. Les 31 mai priva la France d'hommes d'un grand talent qui étaient chaudement attachés à la liberté et au principe de la Révolution. Cette catastrophe peut affliger les bons esprits, mais ne dut pas les surprendre. Il était impossible qu'une assemblée qui avait attiré la France de la situation critique où elle se trouvait peut marcher avec deux partis aussi acharnés et aussi irréconciliables. Peu que la République peut être sauvée, l'un des deux partis devait nécessairement faire disparaître l'autre. Ne doute que si le parti girondin eût triomphé, il n'eût envoyé sa adversaire à l'échafaud. L'empereur qui avait dicté, comme de coutume, des peu mémoires et sans nous recherche, soit qu'il fût peu satisfait de la marche qu'il venait de prendre ou peu toute autre raison, s'est interrompu et cet endroit peut recommencer à dire une nouvelle idée sur le même sujet. Deuxième note. La Convention a commencé en septembre 1792 et a fini en octobre 95. Son règne a duré un peu plus de 3 ans. Elle montre 4 âges. Les premiers depuis son commencement jusqu'au 31 mai 93, époque de la destruction des Girondins. Le deuxième jusqu'en mars 94, destruction de la Commune de Paris. Le troisième jusqu'en juillet 94, chute de Robespierre. Le quatrième jusqu'à 13 vendredi 4 octobre 1795. Installation du gouvernement du Directoire. Son premier âge est de 8 mois, son second de 10, son troisième de 4, son quatrième de 14 et total 3 ans. Dans son premier âge, la Convention fut constamment divisée entre le parti de la montagne et celui de la Gironde. Tantôt, Robespierre, Marat, Couillot, Terroir, Billot, Varenne, Carnot, Hérault et Séchelles étaient les chefs du parti de la montagne. Brissot, Condorcet, Vergniaud, Ouadet, Johnsonnet, Pétillon, Lassource, Barbaroux étaient les chefs du parti de la Gironde. Les deux partis étaient également ennemis des Bourbons et des royalistes. Les hommes du premier parti avaient plus d'énergie, ceux du second plus de talent. Tous les deux voulaient la République, mais Montagnard a pu détruire ce qui avait existé avant la Révolution, hommes et choses. Les Girondins, par enivrement de jeunesse, s'étaient un peu, eux, Athènes et Rome, et leur retraçaient le souvenir de la belle antiquité. Les montagnards assistaient à des assemblées constituantes. Ils étaient les énergiques
jumelles des globes, si connus sous le nom des Jacobins. Ce feront eux qui formeront l'insurrection du champ des Mars. Pendant la constituante et la législative, ce parti se trouvait en dehors de ces assemblées. Les Girondins, dont le législatif qui domineront, feront les ennemis de la Constitution de 91 et du roi. Ils ne voudront point le défendre. Elles laisseront succomber sous les efforts de la montagne qui pourtant était aussi leur ennemi. Ce feront les montagnards qui feront les journées du 20 juin, du 10 août et du 2 septembre. Ils n'avaient alors aucun parti dans l'Assemblée, mais ils contraigneront les Girondins à se joindre à eux après leur victoire. Le premier âge de la Convention offre la lutte des Girondins et des Montagnards. Les Girondins le domineront d'abord par la supériorité de leur talent, de leur éloquence et de leur réputation déjà acquise. Presque tous les présidents feront Girondins. Ils accuseront la montagne de vouloir détruire l'Assemblée nationale et de substituer un dictateur parisien. Ils accuseront le massacre de septembre. La montagne, de son côté, leur reprochait de vouloir une république fédérative comme la Suisse, d'être ennemie de la capitale et d'avoir sans raison mis la République en guerre contre toute l'Europe.